Vous êtes devenu, en fait, en quelques années, la référence du placement de produits dans l'industrie du cinéma. Vous êtes vraiment un lien entre le cinéma, les réalisateurs, cette industrie, et puis les marques aussi qui cherchent à se faire connaître, à acquérir de la notoriété. Chaque marque a une histoire qui lui est propre et on va essayer de raconter une histoire dans un moment, au cœur d'un film. Ma mission, celle d'un soldat, ce n'est pas seulement servir son pays, c'est se battre pour l'humanité. Pour tenir face à l'ennemi, pour protéger notre héritage. Notre combat restera celui de la liberté. Salut tout le monde. Si je vous parle de plan Marshall, a priori, ça vous dit quelque chose. On a tous plus ou moins appris à l'école que c'était ce grand élan de générosité des États-Unis qui ont arrosé l'Europe d'argent après la Seconde Guerre mondiale pour que le continent ravagé par la guerre puisse se reconstruire. Concrètement, le plan accordait une annulation de la dette de guerre et une ouverture à de nouveaux crédits très avantageux. Bien évidemment, tout ça, c'était pas de la bonté d'âme désintéressée, hein. Et en fait, la contrepartie était très simple. La suppression des barrières douanières pour les produits américains. Donc, en gros, les États-Unis nous filaient des brouettes de dollars qu'on utilisait pour acheter leurs produits et leurs services pour la reconstruction et le développement du pays. Ce qui leur permettait d'écouler leurs marchandises chez nous et de nous rendre de plus en plus dépendants au passage. From the position of the United States, they had to ensure that they keep producing at the same rate. The American economy was not big enough to consume all that, so they looked at us here in Europe and they decided, well, they have to buy our stuff. But of course, we were impecunious. We were destroyed. We were in ashes from the Second World War. So they dollarize us. This is the Marshall Plan, but it's not just the Marshall Plan, it's also the European Union. The Americans saw themselves as the manufacturers of the world. They would be selling us their cars, their washing machines, their refrigerators back in the 1950s. And we would be repaying them the dollars that they would give us with which we would buy their surplus. So it would be a beautiful surplus recycling mechanism with fixed exchange rates. Et dans un monde comme celui des États-Unis, tout peut devenir une marchandise. Et il y en a une que l'oncle Sam tenait particulièrement à nous vendre, sa production cinématographique. Donc, le 28 mai 1946, la France signe les accords Bloom-Burns avec les États-Unis. Dans les grandes lignes, c'est assez simple, hein. Le traité fait tomber tout blocage des films américains en France, qui peuvent donc déferler dans les salles obscures de notre pays. Et justement, pour la petite histoire, ça a tellement déferlé dès les 2 premières années que les accords ont été renégociés en 1948 et qu'une limite au nombre de films américains importés a été rétablie. Tout ça pour dire que si les États-Unis voulaient tellement nous exporter leurs films, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons. Enfin, leurs bonnes raisons. Alors, bien évidemment, ces raisons étaient en majorité des considérations simplement marchandes, hein. Il s'agissait avant tout d'une industrie comme une autre qui cherchait à conquérir un nouveau marché. Rien de bien nouveau sous le soleil capitaliste. Mais c'était peut-être pas la seule raison. Le rôle que peut jouer le cinéma dans un système de propagande était déjà étudié et surtout exploité depuis bien longtemps à l'époque, hein, notamment par le régime d'un certain Moustachu, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, dans la mobilisation contre lui. Donc, assez logiquement, cette expansion culturelle faisait partie de la stratégie de politique extérieure états-unienne, dans le but de construire un soft power durable pour un empire américain en plein essor. Mais du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ils s'y sont pris, et comment ils s'y prennent encore d'ailleurs. Quel est le contrôle réel qui est exercé sur la production cinématographique, et in fine, quel est l'effet concret de cette politique d'impérialisme culturel? Ça faisait longtemps que je voulais me pencher sur cette question, qui est évidemment très complexe, donc bienvenue dans cette introduction, où on va regarder un petit peu comment et jusqu'à quel point ce soft power joue un rôle dans le façonnement de notre vision du monde. America's pride, Europa's human freedom, no end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great again. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. La propagande dans un régime dit démocratique et libéral à l'occidental, c'est toujours plus compliqué que dans un système autoritaire et vertical. Dans le cliché qu'on peut avoir d'une dictature, le gouvernement exerce un contrôle direct sur la production cinématographique, que ce soit pour censurer ce qui lui plaît pas, ou pour promouvoir les films qui portent sa vision ou son idéologie. Mais dans nos pays occidentaux, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de grand censeur gouvernemental qui contrôle plus ou moins dans l'ombre l'ensemble de la production filmique pour qu'elle colle bien à l'idéologie dominante. Pourtant, la majorité de la filmographie américaine correspond de différentes manières au cadre idéologique de sa société, même s'il existe aussi un cinéma contestataire ou dissident, hein, mais ça je vais y revenir un petit peu plus loin. Et je fais juste une petite incise ici pour préciser
préciser que dans cette vidéo, je critique pas les qualités artistiques des films en eux-mêmes, je suis pas critique ciné. Ici, je m'attache seulement à leur place dans le système de propagande. Et pour comprendre le rôle que joue Hollywood dans ce système, il y a bien sûr plusieurs leviers à examiner. Et je vais commencer par celui qui est le plus méconnu, paradoxalement, parce que pourtant c'est le plus direct. En fait, aux États-Unis, il existe bel et bien un censeur officiel avec un droit de regard et de modification sur la production cinématographique. Alors, pour cadrer tout de suite les choses, là on parle pas d'une grande organisation de services secrets façon NSA, avec une armée d'agents qui examinent et réécrivent tous les scripts de films qui vont être produits. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et de manière générale, il n'y a pas besoin de grands complots pour comprendre la propagande en Occident. Je vais expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo, mais déjà, on va se pencher sur ce fameux mécanisme de censure qui est bien réel. La coopération réellement officielle entre le gouvernement et les studios de production commence en 1948 avec la création du Bureau de liaison en matière de divertissement. C'est une branche du département de la défense, donc concrètement c'est le Pentagone, c'est-à-dire l'armée, qui assure son lien avec l'industrie du cinéma. Le fonctionnement de base est simple. L'équipe d'un film peut demander une aide à la production au département de la défense. Si la requête est acceptée, les producteurs signent un accord d'assistance à la production. Alors cette aide, elle peut être financière, mais elle prend aussi d'autres formes la plupart du temps. C'est surtout une aide logistique et matérielle. Le Pentagone s'engage par exemple à fournir des équipements militaires, des véhicules, des avions, des armes, des conseillers pour la mise en scène et le jeu des acteurs, ou même des soldats pour faire de la figuration. Et en aval, il peut aussi y avoir des gros boosts promotionnels si la collaboration s'est bien passée. En échange, le fameux bureau de liaison dispose d'un droit de regard et de modification sur le scénario, et peut même demander des altérations jusqu'à la finalisation du film. Le chercheur Matthew Alford a recensé pas moins de 814 films qui ont bénéficié du soutien du Pentagone entre 1911 et 2017, auquel il faut ajouter encore plus de séries télé ou d'épisodes spéciaux, ce qui amène le total à environ 3000 productions. Et sachant qu'on dispose de peu de données à partir de l'année 2004 à cause d'une rétention de ces dernières, donc c'est très probablement sous-estimé. Après, si on raisonne purement numériquement, c'est sûr qu'en un siècle, c'est pas énorme, ça représente une part très faible de la production américaine totale sur cette période. Et en effet, une majorité de films dépendent peu ou pas du tout du soutien du Pentagone. Mais évidemment, il faut pas s'arrêter à un simple pourcentage. Déjà parce que ça n'a pas vraiment de sens de le calculer par rapport à l'ensemble des films produits. Tout ce système d'ingérence du Pentagone dans la production ciné ne concerne que les films qui vont dépeindre, de près ou de loin, l'armée américaine ou ses services, ou ce qui pourrait y être affilié. Et ensuite, il faut bien se rendre compte que cette politique a impacté des productions majeures en termes de box-office. Ce sont majoritairement les productions les plus distribuées dans le monde qui sont concernées, et ça a eu un impact considérable sur des piliers de la culture populaire. Pour prendre des cas d'école, on peut regarder du côté de Top Gun par exemple, qui est carrément un film de commande pour redorer le blason de l'armée de l'air, après une guerre du Vietnam qu'il avait bien entachée. Ce film n'aurait jamais vu le jour sans la volonté du département de la défense. Mais il est pas le seul dans ce cas. Dans le même genre, on a la saga Transformers. Michael Bay, c'est un peu le chouchou du Pentagone. Il est totalement aligné avec l'objectif de glorifier l'armée états-unienne à travers ses films. Et en même temps, vu ce qu'il coûte en explosifs, il vaut mieux qu'il ait le soutien de l'armée. Transformers, c'est un cas assez à part de ce qu'on appelle le cinéma de sécurité nationale. Normalement, un film qui souhaite obtenir l'aide du Pentagone doit présenter un script terminé au bureau de liaison, qui acceptera ou non de lui accorder son assistance, et qui demandera donc des modifications au scénario, le cas échéant. Mais dans le cas de Transformers, l'armée américaine a été impliquée dès la jeunesse du projet, avant même que le scénario soit terminé. Et les notes du bureau de liaison de l'époque indiquent que Michael Bay était très réceptif à leurs suggestions et exprimait son désir qu'il l'aide à faire mieux. Pour eux, ce film c'était l'occasion de démontrer la bravoure et la valeur des soldats américains à une audience globale. Le Pentagone a même organisé une réunion entre l'équipe de production et l'agence de com chargée du recrutement pour l'armée pour discuter des occasions pour l'armée de profiter du succès de la franchise Transformers. Comme je le disais, on est vraiment sur des cas d'école de films de propagande commandés et pilotés de bout en bout. Mais ce système a aussi permis de censurer, de fait, certaines productions qui plaisaient pas trop au département de la défense. Par exemple, c'est le cas de Fields of Fire, un projet de film qui devait être réalisé par James Webb dans les années 90, et qui aurait été une adaptation de son propre roman autobiographique sur sa participation à la guerre du Vietnam. Il faut savoir que le bouquin était vraiment une référence du genre, et il était encensé pour son réalisme. Et visiblement, il était bien trop réaliste au goût du Pentagone, qui tenait pas tant que ça à
voir des Marines tuer des civils ou brûler leurs habitations, même si on sait depuis longtemps que ces pratiques étaient pas du tout exceptionnelles dans cette guerre. Hein. D'ailleurs, au passage, la réponse du corps des Marines est très intéressante à souligner, parce que le bureau de liaison de l'armée prétend officiellement que son rôle c'est d'assurer une assistance technique afin de rendre les films plus précis et réalistes. Pourtant, dans ce cas-ci, le but réel est dévoilé noir sur blanc. L'officier explique bien qu'il reconnaît le réalisme du livre dans sa manière de représenter les Marines, mais que le réalisme n'est qu'un critère annexe pour déterminer si un projet sera accepté ou non. Le focus principal est sur la représentation positive de l'armée pour des besoins de recrutement. Franchement, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Hein. Au final, un projet de cette envergure ne pouvait juste pas se faire sans le soutien matériel de l'armée. Et le film n'a jamais été produit. Et c'est justement un très bon exemple de comment, dans un système dit libéral, on peut censurer de fait une production artistique dérangeante sans jamais avoir besoin de l'interdire de manière autoritaire. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il existe des films de ce genre qui ont pu être produits alors que le département de la défense avait refusé de les soutenir. C'est le cas de Platoon d'Oliver Stone par exemple, mais aussi de Apocalypse Now de Coppola, qui est malgré tout devenu un monument incontournable du cinéma de guerre. Mais justement, il s'agit de films qui ont connu un enfer de développement, faute de moyens et de budget. Par exemple, Coppola a dû hypothéquer tous ses biens pour financer lui-même sa production. Si le film avait eu moins de succès, il se retrouvait à la rue le mec. Vous vous doutez bien que l'immense majorité des réalisateurs ne sont pas prêts à prendre ce genre de risque pour sortir un film, et on peut bien le comprendre. Là, on tient encore un bel exemple de l'hypocrisie libérale. Hein. Sur le papier, oui, vous êtes tout à fait libre de faire votre film qui plaît pas aux autorités, mais dans les faits, ça va pas être possible. The office's own database is littered with these denials never made. So no eagle in the sky. Denied and never made. And no recovery. It's clear from its own notes that the Pentagon knows a denial can shoot down a film. The entry for a moral issue concludes that since the film was never produced, the answer must have been no. Here's a sample of titles from the 80s and 90s, all denied and never made, so you can see what you missed. What themes can earn a film a denial, you ask? Well, you start to see a clear pattern when you look through the documents. The office internally calls these showstoppers. And yeah, sometimes they can stop the show. Ce qu'on a vu là, c'est des exemples des cas les plus extrêmes, histoire de voir quelles sont les bornes du phénomène. La plupart du temps, le rôle des agents de l'armée est plutôt de modifier les scénarios. Alors ça peut aller de quelques changements en apparence mineurs dans les dialogues ou dans l'action de certaines scènes, jusqu'à une réécriture en profondeur de l'histoire. Mais le but est toujours le même. Préserver et soigner l'image des institutions et des forces armées, et construire une représentation améliorative du rôle des États-Unis dans le monde. Le fameux cliché d'une Amérique qui n'est pas irréprochable, mais qui reste fondamentalement bienveillante et qui a recours à la force uniquement quand c'est nécessaire. Quelques petits exemples pour bien se rendre compte. On peut remonter assez loin avec le film Les Bérets Verts, produit en 1968. Alors là, on est sur un exemple typique de film de propagande dont le but à l'époque était de justifier la guerre du Vietnam. Donc on parle d'un film qui est, à la base, au service de l'appareil militaire états-unien. Et ben, le Pentagone en a surveillé les moindres détails, et a caviardé certaines scènes du scénario initial. Dans l'une d'entre elles, un prisonnier devait se faire torturer par des soldats sud-vietnamiens, donc les alliés des Américains, avec l'aval et en la présence de soldats états-uniens. Mais dans la version finale, le chef intervient pour mettre fin à cette violence, et aucune torture n'a lieu sous les yeux du personnel américain. Le Pentagone refuse aussi que le film montre des pratiques peu reluisante, mais pourtant très courante dans le contexte de cette guerre. L'usage des drogues, les suicides, le racisme et j'en passe. Mais on peut avancer dans le temps et aller sur des productions plus récentes. La chute du Faucon Noir de Ridley Scott est un cas assez flagrant. Le film est tiré du livre du même nom, qui raconte la bataille de Mogadiscio en Somalie en 1993, une attaque lancée par les États-Unis. Le récit de base comporte des critiques assez poussées de cette intervention et certaines descriptions pas très valorisantes de soldats américains. Bah, comme vous vous en doutez peut-être, rien de tout ça ne transparaît dans le film, qui a bien sûr été soutenu par le département de la Défense. Comme toute intervention impérialiste, celle en Somalie était menée à la croisée de plusieurs intérêts politico-économiques totalement étrangers au bien de la population locale. Mais dans le film, on assiste à une intervention au but humanitaire qui comporte certes des grosses erreurs tactiques, mais qui n'en reste pas moins héroïque grâce à la valeur des soldats américains, idéalistes au grand cœur, qui respectent à la lettre leurs règles d'engagement et la protection des civils face à des Somaliens représentés comme une horde de sauvages effrayants et déshumanisés. Et on retrouve la même logique dans de nombreux films de guerre, hein. C'est pas un hasard si c'est devenu un trope très utilisé. On le voit par exemple dans L'Enfer du Devoir, un film qui glorifie la valeur morale des forces armées et dépeint des Arabes, ici c'est des Yéménites, comme intrinsèquement violents et ensauvagés. Même les petites filles ont des flingues dans ce film, c'est une dinguerie. Au final, les films ciblés par le contrôle étatique sont ceux qui sont le plus à même de former une image précise de l'armée dans la tête des gens. Mais ça se limite pas aux films de guerre, hein. Rassurez-vous, la science-fiction n'est pas épargnée. J'ai parlé de Transformers tout à l'heure, mais on a un autre bel exemple avec Iron Man. Les deux premiers volets de la saga ont très largement bénéficié de l'assistance à la production du Pentagone, et ont notamment reçu une aide logistique et matérielle précieuse de l'US Air Force.
B-2 bombers, C-17s, and F-22s, and F-35s. I mean, you could literally pause the screen and tally it up, and it would probably come out to $1.5 billion. On sait aussi que le directeur de l'époque du bureau de liaison du Pentagone, Philip Strubb, était très impliqué dans la modification du script, ce qui a entraîné quelques tensions avec le réalisateur d'ailleurs. C'est très probablement pour ces raisons que le produit final est lourdement modifié et très édulcoré par rapport au scénario initial de 2004, qui était beaucoup plus critique du complexe militaro-industriel. Pour rappel, et attention ça va spoiler mais bon pour ce film j'ai pas trop de scrupules, dans l'histoire finale, Tony Stark, un milliardaire américain à la tête d'une grande entreprise d'armement, se fait capturer en Afghanistan par un groupe de djihadistes qui le force à créer des armes pour eux. À la place, il réussit à se fabriquer une armure invincible, il dézingue une bonne partie de ses ravisseurs, et il rentre chez lui pour fabriquer une version beaucoup plus avancée de cette super armure, et il devient donc Iron Man. I am Iron Man. Le scénario original de 2004 est très différent de cette version. Déjà, Tony Stark ne met jamais les pieds en Afghanistan. Son père est toujours vivant, et c'est lui qui est à la tête de Stark Industries, et il est l'un des principaux opposants du film, puisqu'il vole des technologies pacifiques, créées par Tony, pour en faire des armes et les vendre à des gouvernements peu recommandables. Et c'est en découvrant cette machination que Tony décide de contre-attaquer et créer la fameuse armure d'Iron Man. La différence est quand même assez balèze, hein. Dans cette première mouture, c'est les dérives du complexe militaro-industriel que le protagoniste décide de combattre, et d'ailleurs, les dialogues contiennent plusieurs lignes plutôt critique envers le militarisme. Et au final, on se retrouve avec un film où Tony Stark devient Iron Man après avoir constaté la menace que représentent les ennemis de l'Amérique et où il est toléré que les secrets d'une arme aussi puissante restent entre ses mains parce qu'au final, ses buts sont alignés avec la sécurité du pays. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Franchement, je sais pas vous, mais moi je les trouve quand même assez efficaces sur ce coup, c'est du beau boulot. Hein. Et il faut vraiment se rendre compte que cette ingérence de l'armée, elle est présente dans des films qu'on soupçonnerait pas instinctivement. Hein. Par exemple, pour la petite histoire, même Jurassic Park 3 est concerné. Le film a reçu l'assistance à la production du Pentagone pour la scène finale, où les personnages sont sauvés et évacués par des militaires. Les cadres de l'armée étaient plutôt contents à l'idée de jouer le rôle du sauveur final. Il faudra la remercier cette fois. Elle a envoyé la Navy et les Marines. Dieu te bénisse. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais cette scène fait partie d'une somme énorme de séquences cinématographiques où on peut voir des militaires sauver la mise des protagonistes. C'est bien cette accumulation à travers de nombreux films qui contribue à créer et entretenir une image de l'armée américaine comme salvatrice, rassurante et bien intentionnée. Alors que, pour rappel, l'armée US c'est surtout ça, par exemple. Come on, fire! Hey, Roger, full frequency. I just drove over a body. Yeah. Et pour terminer cette partie, j'aimerais souligner rapidement que le Pentagone n'est pas le seul organe gouvernemental qui exerce une influence sur l'industrie du cinéma. Il y a aussi tout un passif avec le FBI, que je garde pour un prochain épisode, mais parfois, c'est aussi la CIA qui s'en mêle. À partir des années 80, la CIA a également monté un bureau de liaison. Le premier à occuper sa direction était Chase Brandon, et on sait aujourd'hui que lui et ses successeurs ont participé à l'élaboration d'un bon paquet de blockbusters, dont plusieurs de la saga Mission Impossible. L'agence américaine a aussi eu des liens étroits avec la production du film Argo de Ben Affleck, qui a quand même reçu l'Oscar du meilleur film en 2012. Hein. The CIA's exact role in Argo had been something of a mystery, though. They took 8 years to respond to Matt Alford's Freedom of Information request. And when we finally got the internal documents, they didn't include script negotiations. They do show that the CIA opened its doors right up, though, and knew it had a keeper. We're hoping to develop a close working relationship with the filmmakers on this project, they wrote. After his first couple of visits to Langley, Affleck was obviously keen to stay in the CIA's good graces. We love the agency in this heroic action, and we really want the process of bringing it to the big screen to be as real as possible. Over the course of this gushing relationship, the CIA Public Affairs Office reviewed multiple versions of the script. The agency comes off looking very well, they wrote. Mais l'exemple que je trouve le plus emblématique, et qui est aussi le plus documenté, c'est Zero Dark 30, qui est aussi sorti en 2012 et qui raconte une version romancée de la traque et de l'assassinat d'Oussama Ben Laden. Les documents montrent que le scénariste Mark Ball a étroitement collaboré avec des agents de la CIA, avec qui il a tenu plusieurs réunions pendant lesquelles il leur lisait le script et notait toutes les modifications qu'il demandait. D'après la note de service qui résume ces réunions, le but était de promouvoir un portrait approprié de l'agence et de l'opération Ben Laden. Voilà, et ce qui est approprié ou pas, c'est eux qui le jugent, hein, si vous posiez encore la question. Et dans ce cas-ci, encore une fois, cette ingérence n'est pas une irruption autoritaire violente, même si la CIA avait sans doute prévu de peser autant que possible. Parce que le scénariste et la réalisatrice étaient visiblement tout à fait alignés avec les objectifs de l'agence.
et il tenait à ce qu'elle n'ait rien à redire. Et ça, c'est assez symptomatique d'un phénomène qu'on va décrire dans la partie suivante. Avant de passer à ça, si vous avez envie de creuser plus loin le rôle du gouvernement américain dans la production des films, je vous renvoie vers les travaux de Matthew Alford et Tom Saker, sur lesquels je me suis largement basé pour cette première partie. Vous avez ce gros bouquin qui résume bien leurs travaux et qui donne beaucoup de sources, et vous pouvez aussi aller faire un tour sur le blog de Tom Saker, c'est une bonne mine de documents sur tout ça. Bon, c'est indéniable que tout ce système a un rôle assez important dans la propagande, mais c'est loin d'en être le seul moteur dans la machine hollywoodienne. À mon sens, tout le mécanisme que j'ai décrit dans la première partie n'est pas une raison majeure de pourquoi la production hollywoodienne occupe une telle place dans le système de propagande. Alors bien sûr, ça prend quand même une bonne partie du tableau, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais il faut bien comprendre que l'ensemble de l'édifice propagandiste est très complexe et qu'on peut pas résumer ça à une action volontariste du gouvernement. Il y a plein de facteurs qui peuvent être à la fois des causes et des conséquences, mais vous en faites pas, ça va être plus clair. Pour bien comprendre tout ça, il faut faire un petit crochet par la propagande médiatique, et là, on va faire appel à deux auteurs que vous connaissez peut-être déjà, Edward Herman et ce bon vieux Noam Chomsky. Chomsky, c'est un Américain, linguiste de formation, mais c'est surtout un activiste politique et un penseur de gauche majeur de ces 50 dernières années. Il a écrit et milité toute sa vie pour dénoncer l'impérialisme de son pays, ses pratiques meurtrières et toute la propagande qui l'accompagne. How can you know that I'm self-censoring? How can you know that journalists self-censoring. I'm sure you believe everything you're saying. But what I'm saying is if you believe something different, you wouldn't be sitting where you're sitting. Et vers la fin des années 80, il développe avec Edward Herman le fameux modèle de propagande, qui explique comment et pourquoi le système médiatique dans son ensemble est une vaste machine propagandiste. Et ce modèle, il l'expose dans ce qui est certainement leur livre le plus célèbre, La fabrique du consentement. Ça a été publié à la fin des années 80, mais c'est toujours complètement d'actualité. Et c'est pas un hasard, parce que les mécanismes qu'ils exposent sont inhérents au système capitaliste. Et attention spoiler, on est toujours dedans. D'ailleurs, la dynamique qu'ils décrivent s'est même accélérée depuis, mais je m'écarte un peu là, je garde le détail de tout ça. Pour des prochaines vidéos que je prévois de faire depuis longtemps sur le sujet, on rentrera dans le détail à ce moment-là. Dans leur modèle, Herman et Chomsky identifient 5 filtres médiatiques qui permettent de formater l'information. Mais pour notre cas, on va s'intéresser aux deux principaux, qui sont aujourd'hui bien connus. Le premier, c'est la détention des médias par une poignée de grandes fortunes. Bon, je vous fais pas le détail, le problème est ultra visible aujourd'hui. Même si, la plupart du temps, le milliardaire en question va pas personnellement venir à la rédaction pour dicter les articles, il y a toute une cascade hiérarchique, plus les phénomènes d'autocensure, de convergence idéologique, etc., qui vont produire une ligne éditoriale globalement alignée avec les intérêts du propriétaire. Et le deuxième filtre, c'est la dépendance des médias aux revenus publicitaires. Ça aussi, c'est assez connu aujourd'hui. La publicité constitue une des principales sources de revenus des médias mainstream. Et évidemment, ça influence énormément le contenu qui est produit. Pour le dire simplement, si votre journal reçoit des gros paiements réguliers de Coca-Cola pour des pubs dans vos pages, vous allez peut-être réfléchir un petit peu avant de faire un reportage sur comment la boisson est produite en volant de l'eau à des populations, ou même simplement sur l'impact sanitaire global des sodas ultra sucrés. Et de manière plus générale, porter de la publicité nécessite d'avoir globalement un discours lisse, qui dépasse pas trop du cadre idéologique dominant, et où la remise en cause de l'ordre en place est minimisée, voire inexistante. Je résume tout ça très rapidement, mais encore une fois, si ça vous intéresse, vous en faites pas, il y aura des vidéos détaillées sur tout ça. Si je vous parle de ces deux filtres, c'est parce qu'ils s'appliquent aussi parfaitement à ce qui nous intéresse ici. En termes de part de marché, la production cinématographique américaine est très largement dominée par seulement 5 gros studios, ceux qu'on appelle souvent les majors. Walt Disney Studios, Warner Bros, Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment et Paramount Pictures. On peut aussi citer un 6e très connu, la 20th Century Studio, mais maintenant il appartient à Disney. Là, on est en plein dans le premier filtre. Si on raisonne en volume et en part de marché, la production cinéma est concentrée dans 5 mastodontes capitalistes. Et attention, là, préparez-vous un peu quand même, parce que je vais balancer une révélation qui va vous jeter par terre. Le but d'une entreprise dans un système capitaliste, c'est la thune. Et ouais, ici on n'a pas peur de dire les termes. Bon, blague à part, évidemment, pour ces gros studios, la qualité des films ou des séries qu'ils produisent, c'est un objectif tout à fait secondaire. En numéro 1, c'est le profit, ce qui implique en l'occurrence de faire un maximum d'entrées, donc de toucher un public le plus large possible sur l'ensemble des productions. En conséquence, les studios adoptent, en moyenne, une politique de consensualité, et ils produisent des œuvres qui bousculent pas trop les codes et qui s'inscrivent dans un cadre idéologique médian. En bref, il faut pas être trop subversif. Et vient s'ajouter à ça le filtre des revenus publicitaires. Dans le cas du cinéma, il s'agit des fameux placements de produits, qui sont plutôt considérés en fait comme une partie du financement, ce qui les rend d'autant plus importants aux yeux des producteurs, parce que ça permet d'alléger le budget
budget, donc d'augmenter la rentabilité d'un film. Aux États-Unis, les placements de produits peuvent couvrir jusqu'à 30% d'un budget de production. C'est assez énorme. Et comme pour les médias ou n'importe quel moyen de communication, devenir un support de publicité pousse d'autant plus à lisser son discours. Il n'y a pas trop de place pour une contestation radicale du système économique ou de l'ordre établi entre une pub pour Total et un spot de Nestlé. Alors imaginez quand la pub fait partie du contenu lui-même. Starring Burger King, Panasonic, eBay, Cadillac, GMC, The Strokes, Pepto-Bismol, Xbox, Furbies, Pontiac, Mountain Dew, Chevrolet, and introducing Chevrolet. Mais plus le système s'enfonce dans ses contradictions, plus le public est en demande d'un discours alternatif. Et là, on touche à l'un des aspects fondamentaux du capitalisme, sa capacité à exploiter ses propres failles et à absorber sa propre contradiction pour en faire une marchandise. Au niveau de l'industrie du cinéma, je trouve que le phénomène est assez bien illustré par un film comme Avatar. Au tout premier abord, c'est une œuvre qui a toutes les apparences d'une critique de l'impérialisme, du militarisme et de l'exploitation à outrance de la nature. C'est l'histoire d'un peuple autochtone sur une planète lointaine qui se défend contre des grosses corporations appuyées par l'armée qui veulent les déloger pour exploiter les ressources de leur terre. Évidemment, ça fait très vite penser au génocide des natifs américains. Et bien sûr, ces éléments comportent bien une dimension critique réelle, qui a eu son petit effet. On peut pas le nier, il y avait sans doute une intention sincère chez James Cameron de ce côté-là. Mais au final, le film reste tributaire de son mode de production. C'est une prod à gros budget qui doit ramener de la maille sur la table, donc rester un minimum consensuel pour éviter un backlash. Dans son livre, Matthew Alford retranscrit une interview de James Cameron sur Fox News, dans laquelle il étouffe lui-même en quelque sorte la dimension critique de son film. Il montre patte blanche, il précise bien qu'il est pro-américain et même qu'il soutient l'armée de son pays, et il réduit la portée de son œuvre à un simple message écolo banal et dépolitisant. Avatar asks us all to be warriors for the Earth. This beautiful, fragile miracle of a planet that we have right here is our land, not ours to own, but ours to defend and protect. Et cette retenue est déjà présente dans le film lui-même en réalité, qui se termine par une victoire du peuple autochtone grâce à des militaires d'en face bien intentionnés qui ont su faire en sorte d'éliminer un officier malveillant. Comme souvent dans le cinéma américain, des problèmes qui sont en réalité profondément systémiques sont mis sur le dos d'individus malfaisants, des brebis galeuses dont l'élimination permettra de tout faire rentrer dans l'ordre. And it might feel good to be seen by Hollywood. But I'm starting to wonder, are they just selling our political values back to us in a way that validates our beliefs while they continue making tons of money? Now, Mark Fisher wrote that films have the ability to perform our anti-capitalism for us, allowing us to continue to consume with impunity. Et la dernière chose à ajouter, pour le moment en tout cas, c'est un aspect sociologique. De par leur situation socio-professionnelle, les producteurs et réalisateurs occupent une position dominante dans la société, surtout aux États-Unis, et qui plus est à Hollywood. Ils appartiennent à une classe sociale bourgeoise ou petite bourgeoise, qui a donc tendance à développer une pensée politique qui valide, d'une manière ou d'une autre, l'ordre établi. Bon, en moyenne bien sûr, parce qu'il y a des exceptions. Pour le dire avec un vocabulaire peut-être plus cognitif, les biais de la plupart de ces gens sont tendanciellement conformes au cadre idéologique acceptable. Et c'est aussi pour ça que l'ingérence du Pentagone ou de la CIA dans la production cinématographique prend la forme de collaboration. Ça se passe plus ou moins bien selon les cas, mais ça reste la base. D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, on peut aussi évoquer le public, nous tous. Si des décideurs, des producteurs estiment par défaut qu'il vaut mieux rester consensuel et éviter la subversivité pour toucher un maximum de monde, c'est bien qu'ils projettent une certaine attente du public dans ce sens. Et en première approche, ils ont pas tort, puisque c'est bien ce genre de production qui fait le plus de recettes. Et en général, les gens expriment une opinion plutôt favorable à leur égard. Sauf que cette demande du public, c'est aussi ce système qui la façonne et qui l'entretient. C'est logique que ces films soient les plus vus, appréciés et commentés, vu qu'ils disposent de moyens de distribution complètement disproportionnés. Et c'est là qu'on rentre dans toute la complexité où les causes et les conséquences sont complètement entremêlées. Mais je vais m'arrêter là pour ça, parce que c'est censé être une vidéo d'introduction au sujet, et il faudrait y passer encore des heures. Dernier point très important pour cette partie, c'est que de temps en temps, des productions réellement subversives parviennent à slalomer entre les filtres et à se retrouver sur nos grands écrans. Et parfois, ça devient même des gros succès, voire des œuvres cultes. Je pense à certains films d'Oliver Stone comme Platoon ou Salvador, ou à la filmographie de Paul Verhoeven avec des films politiques iconiques comme Robocop ou Starship Troopers. On peut aussi mentionner des films d'Adam McKay comme The Big Short qui met en évidence le rôle du système bancaire dans la crise des subprimes, ou encore Vice qui expose les mensonges et les crimes de l'impérialisme américain sous l'administration Bush à travers le personnage du vice-président Dick Cheney. Et tant qu'on y est, personnellement, je vous recommande War Machine, une satire de la guerre d'Afghanistan qui est vraiment une petite pépite trop peu connue à mon avis. Et plus récemment, on peut pas faire l'impasse sur la série The Boys qui embarque un niveau de critique quand même assez surprenant pour une série mainstream à gros budget. Alors il faudrait là aussi une longue vidéo dédiée à ça pour expliquer le phénomène, et d'autres l'ont fait bien mieux que moi, je vous renvoie à l'analyse de Bolchegeek par exemple si vous l'avez pas vu, mais à mon sens, une petite partie de l'explication rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Plus le système s'empêtre dans ses contradictions, plus la demande de récits alternatifs augmente.
augmente, et donc plus ce genre de production peut trouver des débouchés et voir le jour. La grande question derrière, c'est si cette dynamique s'amplifie, à quel point ça a le potentiel de faire bouger un peu les choses? Est-ce que c'est plus un moteur de changement ou juste un signe? Alors oui, là aussi c'est sûrement les deux à la fois, mais je vais pas disserter là-dessus ici, et je vais juste utiliser sans scrupule cette question comme transition vers la partie suivante. Allez, j'ai déjà trop traîné là, ça suffit. Donc, la dernière grande question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est celle des effets réels de la propagande cinématographique. Est-ce que des films sont vraiment capables de nous matrixer totalement le cerveau et de nous transformer en gentils moutons du système? Bon, vous l'avez peut-être deviné, c'est très complexe. Mais on va essayer de défricher tout ça avec un peu de ce qu'on a raconté dans ces deux premières parties, et ce qu'en dit la science. Mesurer de manière fiable l'impact de la propagande cinématographique sur le long terme, c'est extrêmement compliqué. Et quand on y réfléchit, c'est même une mission quasi impossible en fait. Parce que, imaginez le truc 2 secondes. Vous voulez étudier l'efficacité d'une propagande sur le long terme, donc on va dire sur 20 ans ou plus. L'idée, ce serait, dans les très grandes lignes, de prendre une cohorte, c'est-à-dire un échantillon de population de la même génération, et d'étudier dans le temps leur comportement social et leurs opinions politiques, pour voir à quel point ça colle avec ce que la propagande de leur pays essaie de leur inculquer. Le problème, c'est que sur un temps aussi long, il y a un nombre incalculable de paramètres qui vont jouer sur la pensée des gens. Leurs conditions matérielles, leur classe sociale, l'évolution du paysage politique, leurs rapports sociaux, les événements géopolitiques, et bien sûr, tous ces paramètres et bien d'autres sont totalement interdépendants. Et 20 ans, c'est largement suffisant pour qu'une société évolue considérablement, et sa propagande avec. Propagande qui fera d'ailleurs à la fois partie des causes et des conséquences de cette évolution. Tout ça pour dire que tenter d'isoler l'effet de la seule propagande cinématographique dans tout ce joyeux merdier, en tout cas, moi, je m'y risquerais pas. Alors, je dis pas que personne n'a essayé, en vrai, je sais pas, mais jusque-là, j'ai pas trouvé d'études à proprement parler qui s'attaquent à la question. Par contre, on peut en dénicher pas mal qui tentent d'analyser l'effet de la propagande ciné à court terme, et ça peut déjà nous fournir des bases de réflexion. On a par exemple cette étude brésilienne de 2023 qui cherche le niveau de corrélation entre la fréquence à laquelle les gens vont au cinéma et leur vision des États-Unis dans 4 domaines distincts: politique, économique, militaire et culturel. En plus simple, est-ce que aller plus souvent au cinéma influence la vision qu'on a des États-Unis dans ces 4 secteurs? Et oui, dans ce cas précis, ça a du sens de regarder la fréquentation des salles obscures au global, parce qu'au Brésil, les films américains occupent presque 80% du box-office. Donc là-bas, aller au cinéma, ça veut dire grosso modo aller voir des films américains, pour simplifier. Et donc, cette étude conclut à une corrélation positive dans 2 des 4 domaines étudiés, le politique et le culturel. Autrement dit, un Brésilien qui va souvent au cinéma aura tendance à avoir une opinion plus favorable envers la politique et la culture américaine. Évidemment, je simplifie un peu la formulation, mais c'est vraiment l'idée. C'est assez intéressant parce qu'on regarde ici l'influence du cinéma états-unien à l'étranger. Mais évidemment, il faut aussi s'attacher à observer ce que ça donne au sein de la société américaine elle-même. Par exemple, cette étude de 2014 se concentre sur l'effet de 2 films en particulier, Argo et Zero Dark Thirty. Le premier, c'est un film de Ben Affleck où il joue le rôle de Tony Mendes, un vrai agent de la CIA, et qui raconte le sauvetage de 6 membres du personnel de l'ambassade américaine en Iran en 1979. Pendant la révolution iranienne à l'époque, l'ambassade a été attaquée par les révolutionnaires et ses membres ont été pris en otage. Ça a été une énorme crise diplomatique. Mais 6 d'entre eux ont réussi à s'échapper avant la prise du bâtiment et se sont cachés dans la résidence de l'ambassadeur du Canada. Le film raconte une opération assez peu orthodoxe que la CIA a menée pour exfiltrer ces 6 personnes hors d'Iran, au nez et à la barbe des nouvelles autorités iraniennes. Bon, quand je dis que le film raconte cette histoire, il faut mettre des gros guillemets autour, parce que évidemment le récit est très tronqué. The movie role played by the American hero. He was only there a day and a half. And so when the Americans escaped, contrary to the very vivid end in the movie that brought me to the edge of my seat as well when I watched it, where this pickup truck outran a jet airplane taking off. I'm not criticizing Hollywood, but nobody ever knew that the 6 Americans had been in the Canadian embassy until they were safe in Switzerland. Je rentre pas dans le détail, mais clairement, le film est pas là pour apporter une précision historique, mais plutôt pour fournir une ode à la gloire de la CIA, de sa compétence et de son abnégation. Et Zero Dark Thirty, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais pour rappel, c'est ce film, sorti également en 2012, qui raconte, là aussi, la traque et l'assassinat d'Oussama Ben Laden. Alors, pour résumer rapidement l'étude, Michel Potts et son équipe ont réuni un groupe de personnes qui ont répondu à un questionnaire sur leur vision de la politique américaine. Est-ce qu'ils pensent que le pays va dans une bonne ou une mauvaise direction? À quel point ils font confiance dans leur gouvernement, dans ses institutions, dans la CIA? Les participants sont ensuite séparés en 2 sous-groupes, un à qui on diffuse le film Argo, et l'autre qui regarde Zero Dark Thirty. Et peu de temps après, on reprend la température sur les questions d'avant, la confiance dans le gouvernement, tout ça. Et de manière peut-être un peu attendue mais assez intéressante, la confiance des 2 groupes dans le gouvernement, la CIA, le département d'État, etc. augmente significativement après le visionnage des films.
avec une petite différence entre les deux, mais je m'attarde pas là-dessus, vous pouvez aller lire le papier si vous voulez les détails. Bien sûr, c'est une étude qui a ses limites, et les auteurs le savent bien. L'échantillon est petit, socialement biaisé, mais ça fournit quand même un bon indice sur l'impact de la propagande, avec un résultat qui est à prendre avec précaution par principe, mais qui semble en accord avec des sentiments qu'on a tous pu avoir sur ces choses-là. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi quand j'étais ado et que j'ai vu Le Dernier Samouraï, je me disais que j'aurais vraiment aimé défendre ce beau modèle traditionnel japonais, katana à la main, face au canon froid et impitoyable de la modernité. Oui bon, ça va, on a tous été jeunes à un moment. Mais plus sérieusement, ce résultat semble surtout corroborer le reste de la littérature qui existe sur le sujet. Par exemple, cette autre étude de 1996 qui met en avant le côté plus positif du phénomène en montrant que le visionnage de certains films sur le sujet de l'homosexualité a pu faire changer d'avis plusieurs personnes qui étaient initialement plutôt homophobes. Et pour sortir un peu des études, à travers l'histoire récente, les sondages politiques sur différentes questions ont pu montrer une certaine efficacité à court terme de la propagande au sens large. Je pense par exemple au mensonge abject de l'administration Bush en 2002-2003 qui a très bien su fabriquer le soutien à l'invasion de l'Irak, une opinion publique qui d'ailleurs a bien changé depuis. Pour résumer, la propagande, ça marche. Voilà, tout ça pour ça. Merci Sherlock, allez à la prochaine. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, en vrai, ça me semblait quand même important de justifier ce résultat avec du concret, et ça a quand même permis de donner quelques détails un peu plus fins. Et là, c'est le moment de reprendre un petit peu de recul. Parce que tous ces résultats que je vous ai cités, certes, c'est sur du court terme, mais si on convoque des connaissances en psychologie, on voit bien comment ça peut s'ancrer dans le long terme si le discours propagandiste est suffisamment répété. D'autant plus si aucun contre-discours ne parvient à émerger pour le contrecarrer. Là, il y a un phénomène psychologique assez connu qui va jouer à fond, l'effet de vérité illusoire. C'est un biais cognitif qui a pour conséquence de nous faire apparaître comme vrai quelque chose qui a été beaucoup répété. Plus on est exposé à une information, plus on aura spontanément tendance à la considérer comme vraie, même si on n'en a jamais eu la moindre preuve. Et à mon sens, pour revenir à notre sujet, dans le cas du cinéma, cet effet joue de manière encore plus profonde, parce que les films qu'on peut qualifier de propagande, et qui pèsent souvent très lourd dans le box-office je rappelle, portent à peu près le même discours politique depuis un bon paquet de décennies, en tout cas en ce qui concerne l'impérialisme. Et ils le font en prenant la forme de divertissement soi-disant apolitique. Donc les spectateurs n'ont pas l'impression qu'on essaie de leur enfoncer un message au forceps dans le cerveau. S'il est bien fait, le divertissement annihile la réactance des spectateurs. Et ça, c'est bien connu des propagandistes depuis longtemps. Déjà en 1943, Daryl Zanuck, le cofondateur de la 20th Century Fox, déclarait très clairement « Si vous avez quelque chose qui mérite d'être dit, faites-lui revêtir les atours scintillants du divertissement et vous aurez un marché à disposition. Sans divertissement, les films de propagande ne valent pas un clou. » Et si on va plus loin, on se rend compte que cette propagande a la capacité de s'auto-entretenir. Parce que tous ces films dont on parle, ils sont faits par des artistes, des humains, qui ont donc aussi été nourris par les mêmes discours, à partir desquels ils se sont façonnés une vision du monde, qu'ils reproduisent ensuite dans leurs œuvres. Bien sûr, il y a toujours des évolutions, parfois même très importantes, rien n'est figé, il y a des tas d'autres paramètres qui entrent en jeu, je schématise pour exprimer l'idée générale. La propagande est un des mécanismes qui contribue à développer une vision du monde commune au sein d'une société. Et par-dessus tout ça, j'aimerais ajouter un dernier point qui me semble essentiel. Et pour ça, on va aller chercher une dernière étude assez pointue qui nous amène dans la belle Allemagne des années 1930. Par exemple, dans l'étude que vous mentionnez, ils ont utilisé la proximité avec les tours de radio. Donc les tours de radio avaient été construits pas par les nazis, mais par les régimes précédents. Et la grande majorité de la propagande, l'outil principal de propagande à l'époque était la radio. Et donc du coup, des gens qui étaient juste loin des tours de radio, en fait, captaient pas très bien les signaux, et du coup, ils étaient exposés à beaucoup moins de propagande que les gens qui étaient plus proches des tours de radio. Donc, en gros, les chercheurs de cette étude ont pu établir une sorte de cartographie de l'exposition à la propagande en Allemagne dans les années 1920-1930. Pour simplifier, grâce à l'emplacement des tours de radio, la puissance des signaux et les abonnements aux services de diffusion, on peut modéliser à quel point une zone donnée se prend de la propagande dans les oreilles tous les jours. Pour chacune de ces zones, les chercheurs mesurent aussi l'adhésion réelle de la population aux discours qui sont diffusés, notamment le discours nazi donc, en regardant par exemple les taux d'inscription au parti, les votes à diverses élections, le nombre de dénonciations de juifs ou d'autres actes antisémites. Et ils peuvent donc établir un niveau de corrélation entre la quantité de propagande reçue et le comportement social et politique des Allemands de l'époque. C'est une étude assez passionnante, si vous aimez ce genre de lecture, je vous la conseille, et les résultats sont tout aussi intéressants. La première conclusion, c'est que, encore une fois, la propagande a bel et bien
un effet concret. Les auteurs observent une nette augmentation des actes antisémites et de l'adhésion au discours des nazis à partir du moment où ils commencent à diffuser sur les ondes. Et globalement, plus leur propagande est importante dans une zone, plus l'effet est visible. Donc ok, jusque-là, ça colle avec ce qu'on raconte depuis le début. Mais c'est surtout la deuxième conclusion qui va nous intéresser ici. En regardant zone par zone, les chercheurs se sont rendus compte que la propagande nazie avait des effets opposés selon la prédisposition idéologique dominante dans une zone donnée. La proximité à ces tours de radio et donc l'exposition à la propagande nazie avait un effet mixte justement sur les actes antisémites. Dans les régions qui étaient déjà très antisémites, et il y en avait malheureusement beaucoup en Allemagne à l'époque, il y avait une augmentation légère des actes antisémites et au contraire une diminution plutôt dans les zones moins antisémites. Il y a une libération des actes en fait, donc c'est des gens qui étaient déjà antisémites et qui d'un coup se rendent compte que le régime va soutenir leur antisémitisme et ils vont pouvoir agir sur la base de leur antisémitisme, non seulement sans être punis, mais au contraire même en étant récompensés. Je trouve ce résultat vraiment important. Déjà parce qu'il ajoute une couche de compréhension de ce qu'est la propagande. Comme le dit Hugo Mercier, c'est aussi un signal envoyé à ceux qui sont déjà un minimum prêts à le recevoir. C'est un peu des graines semées sur un terreau idéologique fertile. Et en conséquence, dans une société qui est divisée sur des points politiques majeurs, la propagande va avoir tendance à polariser. Et on peut très bien actualiser ce constat en France aujourd'hui avec la propagande israélienne par exemple. Si une personne est bien renseignée sur le sujet et a choisi la défense des droits des Palestiniens, les médias auront beau balancer toute la journée la propagande pro-Israël la plus énervée, cette personne va pas changer d'avis, au contraire même. Ça va donner envie d'aller chercher des faits et des arguments propres à contrer le discours qui est asséné dans les médias. Et de l'autre côté, un sioniste d'extrême droite convaincu aura peu de chances de se faire retourner par une propagande pro-palestinienne. Bref, avec cette dimension supplémentaire, on peut se rendre compte que la propagande n'est pas vraiment une technique magique capable de retourner le cerveau de tout le monde, même des gens les plus solidement informés. Son rôle va plutôt être celui d'un genre de ciment qui va servir à consolider un camp idéologique constitué de gens qui étaient soit déjà convaincus de base, soit un peu mais sans plus, ou même qui étaient à peu près neutres, mais qui pouvaient avoir une certaine porosité au discours mis en avant pour des raisons diverses et variées. En haut de ces raisons, on retrouve encore les conditions matérielles, mais je garde cette réflexion pour plus tard, ça mériterait un épisode entier je pense. Bon, il s'agirait peut-être de faire un petit récap de tout ça maintenant. Mais j'ai peut-être un peu la flemme aussi. Non, allez, je l'attends en une minute. Au final, on peut résumer les choses en appliquant au cinéma américain le modèle de propagande développé par Herman et Chomsky. Et en fait, c'est ce que Matthew Alford a fait explicitement dans ses travaux. Comme dans les médias, la production cinématographique passe par plusieurs filtres. D'abord, celui des majors. Le marché du divertissement audiovisuel est trusté par 5 énormes studios qui peuvent donc imposer leur manière de produire des films dans un but premier de rentabilité. Ensuite, le filtre des revenus publicitaires par placement de produits, de plus en plus important dans l'industrie du cinéma, va pousser les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs à créer des œuvres plus lisses et idéologiquement compatibles avec l'ordre établi. Et par-dessus ça, on a un contrôle gouvernemental réel qui est fait majoritairement via le Pentagone, c'est-à-dire le commandement de l'armée, pour s'assurer que les productions qui mettent en scène les troupes ou les institutions militaires en donnent une représentation positive, favorable au recrutement, et qu'elle véhicule l'image d'une Amérique bienveillante, qui a un rôle essentiel à jouer dans le monde. Et toute cette propagande au sens large, on a vu qu'elle s'auto-entretient, et qu'elle fait à la fois partie des causes et des conséquences de ce que pensent les gens. Parce que ces divertissements sont produits par des créateurs, qui reproduisent en partie sincèrement et inconsciemment leur vision du monde, qui a été façonnée, entre autres, par la même propagande. Et pour finir, la littérature scientifique et l'expérience actuelle montrent que c'est pas non plus un outil occulte capable de pénétrer le cerveau de tout le monde et de retourner les opinions quelles que soient les circonstances. Si on a déjà développé de manière cohérente un certain système de pensée politique, alors la propagande de l'idéologie contraire sera incapable de nous convaincre. Et en fait, si on interprète un peu ce dernier point, c'est plutôt une bonne nouvelle pour mon travail et celui des médias indépendants. La propagande, ça a son efficacité, mais la contre-propagande, ça marche aussi. Et ça peut même fournir un bon antidote. Du coup, vous connaissez la suite logique, si ce travail-là vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager la chaîne et la vidéo, bref, les trucs habituels de youtubeurs quoi, mais qui font vraiment la différence. Pour terminer, je remercie sincèrement Laurent Doré pour la relecture de mon script, je vous mets directement dans la description quelques articles qu'il a écrits sur le sujet de la propagande hollywoodienne, n'hésitez pas à aller lire ça si vous voulez continuer à creuser la question. D'ailleurs, je pense que je continuerai à aborder ce sujet en vidéo, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi, et si c'est le cas, je préparerai d'autres épisodes là-dessus. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère que c'était clair et que ça vous donnera quelques billes supplémentaires pour analyser Top Gun 3 s'il sort un jour. Et en attendant, moi, comme d'habitude, je retourne bosser, et je vous dis à la prochaine. This was 1993, and we had special forces going in there for all the right reasons, humanitarian reasons. We lost 19 guys. We killed 1,000 Somalians.
I don't think there's any unusual challenge of working for Michael. I mean, I think if anything, they probably would appreciate more working for Michael than somebody who doesn't get all that about the military ethos.